On décortique les résultats du premier observatoire du système électrique renouvelable dans ce Zoom avec Michel Gloria. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de France Renouvelable. On repose le décor, c'est combien d'entreprises représentées et puis peut-être aussi les différentes filières. Donc France Renouvelable, c'est 370 entreprises qui interviennent en France pour développer les énergies renouvelables électriques, donc notamment l'éolien en mer, l'éolien sur terre et le photovoltaïque au sol. Donc on représente aujourd'hui 15% de la production française d'électricité, c'est considérable et au regard des perspectives de développement, donc qui d'ailleurs vont être discutées dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie prochainement, on devrait être autour de 30% d'ici 10 ans. D'ici 10 ans, et on va beaucoup se projeter comme ça sur l'horizon 2035 dans notre entretien avec ce premier observatoire du système électrique renouvelable qui a été réalisé avec Capgemini Invent. Peut-être la leçon principale avant de rentrer dans le détail. Quelle leçon vous en tirez de cet observatoire? Alors, il y a trois leçons essentielles. La première, c'est que ça y est, les énergies renouvelables électriques, notamment l'éolien sur terre, l'éolien en mer et le photovoltaïque, sont installés dans le paysage électrique français et dans le paysage énergétique français. Ça représente aujourd'hui 15% de la production d'électricité. Ça veut dire que cumulé, éolien sur terre, éolien en mer et photovoltaïque font plus que l'hydraulique. C'est historique, c'est la première fois. D'accord. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement qui est important, c'est que quand on regarde les perspectives de développement, donc on va aller progressivement vers 25-30% de la production d'électricité, il va falloir faire évoluer le fonctionnement de nos systèmes électriques pour faire rentrer plus de flexibilité. Donc qui dit plus de flexibilité, ça veut dire déplacer la consommation, heure pleine, heure creuse. Ça veut dire faire rentrer des systèmes de stockage dans le fonctionnement du réseau électrique. On en parlera évidemment. On reviendra dessus. Et la troisième chose, ça veut dire rendre pilotables les énergies renouvelables. Et ça, c'est un vrai défi sur lequel il faut qu'on s'attache collectivement. Et la troisième enseignement qui est important, c'est qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe au niveau des pays européens et puis au-delà de nos frontières, notamment aux États-Unis, il y a les choix que l'on fait en matière de modalités de développement des énergies renouvelables électriques, notamment la taille des projets, sont des choix qui ont des conséquences en matière de coût du système électrique. Et nous, on pense qu'il est important de garder ce critère coût du système comme un critère essentiel, parce que c'est un élément clé pour la compétitivité des entreprises, pour la réussite de la réindustrialisation, pour la protection du pouvoir d'achat des Français. Et il faut aller vers des parcs de production d'électricité qui sont des parcs d'une certaine taille, qu'on peut qualifier de dimension industrielle, pour optimiser la compétitivité. Alors, on va reprendre tous ces éléments, mais je vais donner d'abord des chiffres issus de l'Observatoire qui nous parlent effectivement de cet horizon 2035 avec l'électrification massive des usages. Vous l'avez dit tout à l'heure, objectif plus d'être à 30% de consommation d'électricité en 2035. Ah non, plus 30% de consommation d'électricité en 2035 par rapport à 2023, j'y arrive. Plus 270% de production renouvelable à cet horizon 2035 et plus 15% de production nucléaire à cet horizon. Ces chiffres, comment vous les obtenez? Ce sont les prévisions des entreprises du secteur? Quelle a été la démarche pour arriver à cette perspective? À cette perspective. Alors, en fait, on s'est appuyé sur deux exercices qui ont été conduits conjointement. Premier exercice qui a été un exercice de prévision, le bilan prévisionnel 2035 de RTE. Vous savez que RTE, légalement, régulièrement, fait des prévisions, c'est sa mission législative, d'évolution de la consommation à des horizons 2035 et dit, ben voilà, moi, ce que je vois en matière de développement de la mobilité électrique, ce que je vois en matière de développement des pompes à chaleur dans le bâtiment, ce que je vois en matière d'électrification des procédés industriels, me font penser qu'à l'horizon 2035, on devrait être autour de 600 TWh de consommation d'électricité. Et à partir de ces 600 TWh, on regarde quels sont les moyens de production disponibles que l'on peut mettre en face de cette consommation pour satisfaire l'équilibre offre-demande en permanence, puisque c'est ça le défi du système électrique. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'au cours des 10 à 15 prochaines années, les seuls moyens de production additionnels que l'on peut avoir pour produire plus d'électricité, c'est l'éolien sur terre, l'éolien en mer et le photovoltaïque. Le nouveau nucléaire va arriver après 2035. Et donc c'est pour ça que nous, on est parti de cette consommation, on dit, ben voilà, pour atteindre cette consommation à l'horizon 2035, voilà les moyens de production que l'on doit mettre en face. Et qui prendra la plus grande part? L'éolien terrestre, l'éolien en mer, le solaire, le photovoltaïque, ça va être un peu équilibré? Alors, on sera, à cet horizon de temps-là, on sera quasiment sur du un tiers. D'accord. À quelques
térawattheures près, j'allais presque dire. Donc on aura un tiers de production issue de l'éolien en mer, puisqu'on aura atteint 18 gigawatts à l'horizon, ce qui a été annoncé avec la planification spatiale il y a 15 jours. C'est celui qui va le plus... c'est celui qui va le plus progresser. Aujourd'hui, on est à 1,5 TWh de production. On sera autour de 70-80 TWh. Donc là, ça va véritablement exploser. La production d'électricité à partir d'éolien terrestre va à peu près doubler et, en 10 ans. Et la production d'électricité à partir de photovoltaïque va être multipliée par 4 à 5. Ok, donc et ça va équilibrer. Et ça va équilibrer, on sera un tiers. Alors, il y a, vous l'avez évoqué, il y a une autre leçon importante de cet observatoire et autre enjeu à l'horizon 10 ans, c'est le stockage de l'électricité. Alors, déjà, est-ce que la technologie, elle existe? Est-ce qu'elle est mature aujourd'hui? On en est où? Alors, elle a énormément mûri au cours des dernières années, puisque aujourd'hui on a des voitures qui fonctionnent à électricité, et ce sont des voitures qui ont une très belle autonomie, puisqu'on a régulièrement des véhicules qui font 500, 600, 700, voire, je voyais une publicité il n'y a pas très longtemps, autour de 1000 km. Donc on est sur des équivalences. Il ne faut pas trop accélérer quand même. Alors, mais bon, c'est pas grave, c'est pas notre débat. Mais on a ces technologies qui sont là aujourd'hui. Et en fait, avec la hausse de la production d'électricité à partir d'éolien sur Terre, en mer et de photovoltaïque, effectivement, on a besoin de plus de flexibilité du système. Donc c'est des batteries stationnaires, c'est ça? C'est ça, c'est des batteries stationnaires qu'on va positionner aux endroits du réseau où ça va être nécessaire. Et là, il y a un travail très fin qui est en cours avec les opérateurs de réseau, donc notamment Enedis et RTE, et qui nous disent, voilà, moi on regarde ce que je vois en matière de production, voilà les endroits où mon réseau va en avoir besoin. Donc on connaît le volume global, 6 gigawatts à l'horizon 2030, et à peu près 9 gigawatts à l'horizon 2035, de capacité de stockage qu'il va falloir développer. Aujourd'hui on est à un peu moins de 1 gigawatt, donc vous voyez, multiplication par 6 d'ici 2030 et par 9 d'ici 2035. Et RTE et Enedis sont en train de nous dire, voilà, moi je regarde comment va évoluer mon réseau, je regarde les besoins, il va falloir en mettre en tel endroit, et je vais lancer les dispositifs d'appel à projet. Ça prend quelle place, une batterie stationnaire? C'est une petite usine? C'est quoi? Non, ça va dépendre, en fait, en fonction des capacités, ça dépend, mais imaginez que ça fait à peu près 3 fois la taille du studio. 3 fois, donc c'est pas si grand que ça, parce qu'il y a aussi tous ces enjeux d'artificialisation des sols, etc., qui sont très importants. Et on se retrouve avec des injonctions un peu contradictoires. Oui, il faut pousser la consommation et la production d'électricité et son stockage, et de l'autre, moins artificialiser les sols. Tiens, un petit zoom sur ce que représente le business des énergies renouvelables. C'est combien d'emplois aujourd'hui en France? Et là aussi, quelles perspectives pour 2035? Alors, l'éolien et le solaire, aujourd'hui en France, c'est à peu près 50 000 emplois. Okay. À l'horizon 2035, on devrait être autour de 80 000 emplois, notamment des emplois qui sont liés à la maintenance et à l'exploitation des parcs, ça c'est extrêmement important. Et puis tous les emplois liés à la construction, au transport, au raccordement, etc. Donc on devrait être autour de 80 000 emplois à l'horizon 2035. Ce qui fait en fait progressivement des emplois, et ça c'est quelque chose qui est très marquant dans les énergies renouvelables électriques, c'est que ce sont des emplois qui sont souvent localisés, majoritairement localisés dans les territoires ruraux. Donc dans des territoires où, j'allais presque dire, structurellement, on a un peu plus de mal à faire venir de l'emploi et à localiser des jeunes ménages. Et c'est vrai que les personnes qui travaillent dans les énergies renouvelables sont souvent des personnes jeunes, la moyenne d'âge est inférieure à 35 ans. Et donc du coup, quand elles arrivent sur un territoire rural, elles arrivent souvent avec leur famille. Donc on fait vivre les écoles, on fait vivre les commerces, il y a des centres de maintenance qui s'installent, etc. C'est une vraie spécificité. C'est quel type d'emploi? Est-ce que c'est beaucoup d'emplois d'ingénieurs, d'emplois hautement qualifiés, sur lesquels vous allez être en concurrence avec beaucoup d'autres secteurs, notamment je pense au nucléaire? Alors, grosso modo, on a à peu près un tiers des emplois qui est lié à ce qu'on appelle l'ingénierie. Donc effectivement, on va retrouver des bureaux d'études pour la conception des projets, l'étude des impacts environnementaux, le dimensionnement des projets, leur raccordement. Et on a à peu près 2 tiers d'emplois qui sont plutôt des emplois de techniciens. Et là, ce sont des emplois de construction, de maintenance, d'exploitation. Donc on est sur 1 tiers, 2 tiers. Et en fait, nous, ce qui nous semble important dans le moment dans lequel on est, à l'échelle de l'ensemble du système électrique, c'est de travailler les complémentarités d'emploi entre les filières. Parce qu'en fait, on a des filières qui ont des rythmes de développement et des besoins d'emploi qui sont différents. Et on retrouve des besoins de soudeurs, des besoins d'électrotechniciens, etc., qui sont communs aux énergies renouvelables électriques,
au nucléaire et à l'ensemble des métiers du système électrique. Et il est important dans ce moment-là de travailler les complémentarités parce que les carnets de commandes et les rythmes de construction ne se font pas au même rythme. D'accord, donc vous pourriez en avoir besoin là dans les 10 prochaines années et le nucléaire un peu plus tard. Exactement, où on peut travailler des synergies entre filières ENR, typiquement entre l'éolien sur terre et l'éolien en mer, entre l'éolien sur terre et le photovoltaïque, entre des projets de stockage et des projets photovoltaïques. Il faut travailler ces synergies. Dernier élément, sur l'acceptabilité, et à chaque fois qu'on se rencontre, je viens vous chercher forcément sur ce terrain, qui est très important, le baromètre Qualité ENR OpinionWay de 2023, qui nous dit 98% des Français soutiennent le développement des énergies renouvelables en France. Bon, on se dit super, ça y est, on a gagné le combat de l'acceptabilité, sauf que, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, notamment politiquement. Est-ce que vous avez poussé un grand ouf de soulagement au second tour des législatives en voyant que le RN n'arrivait pas au pouvoir, qui est résolument hostile aux éoliennes? Alors, évidemment, quand on regardait le programme énergie du Rassemblement national, il y avait de quoi frémir. Alors, évidemment, sur les questions de développement des énergies renouvelables, mais aussi sur des pans entiers du fonctionnement du système électrique et du fonctionnement du système énergétique, avec quelque chose qui a été vraiment très marquant pour nous, c'est qu'en fait, le Rassemblement national est quand même avant tout, en matière de questions énergétiques, le parti du statu quo, c'est-à-dire un parti qui nous maintient dans une dépendance mortifère aux énergies fossiles. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 60% de notre consommation d'énergie encore en France dépend des énergies fossiles. J'ai presque dit, alors, il y a effectivement un enjeu climat, un enjeu environnemental, mais il y a un enjeu économique et de souveraineté essentiel. Donc c'est un parti qui nous maintient là-dedans. Donc, ce qui est complètement irrationnel quand on se dit être un parti de la souveraineté, etc., et particulièrement paradoxal. Donc, effectivement, on a eu ce petit moment de soulagement, mais le sujet est quand même traité très, très au sérieux aujourd'hui. On pense que, notamment quand on regarde ce qu'il continue à apporter au sein de l'Assemblée nationale, il faut absolument, absolument, absolument faire émerger une expertise politique autour de ces sujets-là pour, j'allais presque dire, combattre fortement ça. Merci beaucoup Michel Gloria, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.